to the crowd, yeah, I'm feeling so supreme. Les progrès techniques réalisés en chirurgie arthroscopique de l'épaule permettent aujourd'hui d'élargir les indications opératoires. Cette chirurgie est souvent associée à des douleurs post-opératoires sévères. Les techniques d'anesthésie loco-régionale occupent une place centrale pour la réalisation de cette chirurgie. Le guidage échographique rend aujourd'hui le bloc anesthésique précis et efficace. Toute cette démarche, c'est en fait le résultat d'une parfaite compréhension de l'anatomie de l'épaule. Dans cette vidéo, je vous propose de revoir les éléments anatomiques qui sont indispensables à connaître pour une maîtrise de ces techniques. L'épaule, ce n'est pas une articulation unique comme la hanche. C'est en fin de compte un ensemble anatomique, fonctionnel, permettant de relier le membre supérieur au thorax. On appelle également cette articulation la ceinture scapulaire. Le complexe articulaire de l'épaule comporte 5 articulations distinctes, divisées en 2 groupes. On a d'un côté 3 articulations qui mettent en contact 2 surfaces articulaires et qui sont recouvertes de cartilage. On a l'articulation gléno-humérale, l'articulation sternoclaviculaire et l'articulation acromioclaviculaire. Et de l'autre côté, on retrouve 2 autres articulations qui sont en fait des plans de glissement. C'est l'articulation sous-acromiale et l'articulation scapulo-thoracique. Pour la réalisation d'une ALR de l'épaule, il est important de bien maîtriser l'anatomie de 2 de ces articulations. L'articulation scapulo-humérale est l'articulation la plus mobile des articulations de l'épaule. Son fonctionnement fait appel à un compromis mécanique entre mobilité et stabilité. Les éléments qui permettent la stabilité de cette articulation sont nombreux et peuvent être classés de la façon suivante. On a des moyens d'union dits passifs. Il s'agit en premier lieu du bourrelet glénoïdien. Son rôle est essentiellement de capter la tête humérale en augmentant la surface et la profondeur de la cavité glénoïde. Le bourrelet est une portion de cartilage qui protège la tête de l'humérus et la cavité glénoïde. Il permet de stabiliser l'articulation. On retrouve également la capsule articulaire. C'est une membrane fibreuse et synoviale qui recouvre l'articulation. Elle s'étend du pourtour du bourrelet glénoïdal au col anatomique de la tête de l'humérus. Son rôle est de lubrifier l'articulation. On retrouve enfin les ligaments. Le ligament coraco-huméral, très épais et très résistant, et qui renforce la face supérieure de la capsule articulaire. Les ligaments gléno-huméraux, qui sont au nombre de 3, sont en forme de Z et renforcent la partie antérieure de la capsule. On a également des moyens d'union dits actifs. Ce sont les muscles antérieurs et les muscles postérieurs qui se divisent en plans superficiels et profonds. Les muscles du plan anatomique profond de cette articulation ont pour rôle essentiel de capter la tête humérale dans la glène. Ils associent la longue portion du biceps brachial et la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, elle est formée de 4 muscles qui sont le supraépineux, l'infraépineux, le subscapulaire et le petit rond. Ces muscles permettent à la fois de stabiliser l'articulation scapulo-humérale et de faire bouger le bras en mouvement rotatoire. Ces 4 muscles sont parfaitement individualisés au niveau de leur insertion sur la scapula et convergent vers la tête humérale. Ils s'insèrent sous la forme d'une nappe tendineuse continue et sont adhérents à la capsule. Le muscle long biceps est innervé par le nerf musculocutané, qui est une des branches terminales du faisceau antérolatéral. Il est issu des racines C5 et C6. Le muscle biceps, il est abducteur de l'épaule et abaisse la tête humérale. Le muscle sous-scapulaire est innervé par le nerf sous-scapulaire, qui est issu des racines C5 et C6. Il est le muscle rotateur interne de l'épaule. Le muscle infraépineux est innervé par le nerf suprascapulaire, également issu des racines C5 et C6. Il est le muscle rotateur externe de l'épaule. Le muscle petit rond, lui, est innervé par le nerf axillaire, issu des racines C5 et C6. Il est également un muscle rotateur externe de l'épaule. Le muscle supraépineux est quant à lui innervé par le nerf suprascapulaire, issu également des racines C5 et C6. C'est le muscle abducteur de l'épaule. Les muscles du plan anatomique superficiel de cette articulation ont pour rôle de mettre en mouvement l'épaule. Sur la face antérieure, on retrouve les muscles grand pectoral et deltoïde. Ils sont innervés respectivement par les nerfs pectoral latéral et pectoral médial, issus des racines de C5 à T1, et par le nerf axillaire, issu des racines C5, C6. Sur la face postérieure, on a le muscle grand dorsal qui est innervé par le nerf thoracodorsal, issu des racines C6 et C7 et C8.
Et on a aussi le muscle grand rond qui est innervé par le nerf sous-scapulaire inférieur, issu des racines C5 et C6. L'articulation scapulo-thoracique permet de mobiliser la scapula dans les 3 degrés de liberté. On y observe des mouvements d'abduction et d'adduction de la scapula, mais également une élévation et un abaissement de l'omoplate, ainsi que des mouvements de rotation. Les muscles participant au mouvement de cette articulation sont les muscles serratus antérieur, rhomboïde, sternocleidomastoïdien et trapèze. Le muscle grand dentelé, ou serratus, est innervé par le nerf thoracique long, issu des racines C5, C6 et C7. Le muscle rhomboïde est innervé par le nerf scapulaire, issu des racines C5. Le sternocleidomastoïdien est innervé par le nerf accessoire du 11. Quant au trapèze, il est innervé par le nerf accessoire du 11 ainsi que par les racines C3 et C4. L'innervation motrice du plan profond de l'articulation gléno-humérale est donc sous la dépendance exclusive des racines C5 et C6 du plexus brachial. Le plan superficiel de l'articulation gléno-humérale y ajoute les racines C7, C8 et T1. Enfin, l'articulation scapulo-thoracique ajoute les racines cervicales C3 et C4 ainsi que la 11e paire crânienne. On comprend ainsi qu'au décours d'une chirurgie de l'épaule sous ALR pure, qu'un bloc moteur complet de l'articulation de l'épaule sera difficile à obtenir. Les mouvements d'ascension et d'abaissement de l'épaule seront toujours possibles. La sensibilité cutanée de l'épaule est assurée par le nerf supraclaviculaire et le nerf axillaire. Le nerf supraclaviculaire est un nerf sensitif pur issu de C3 et C4. Le nerf axillaire est sensitivomoteur et issu des racines C5 et C6. Le territoire cutané du nerf supraclaviculaire s'étend latéralement jusqu'à la partie supérieure du moignon de l'épaule, sur le plan antérieur jusqu'à la 2e côte et sur le plan postérieur jusqu'au sommet de la scapula. Le reste du moignon de l'épaule est innervé par le nerf axillaire. Au-delà du sillon deltopectoral en avant et au niveau du grand dorsal en arrière, l'innervation est assurée par les nerfs intercostaux issus des racines T1 et surtout T2. La région postérieure paravertébrale est innervée par les nerfs issus des racines postérieures cervicales. Cette répartition des différents territoires est en fait variable et il existe des zones de recouvrement imprévisibles et ce particulièrement au niveau de la face postérieure de l'épaule. La sensibilité profonde de l'articulation de l'épaule peut être systématisée selon un territoire antérieur et postérieur. Les nerfs sous-capsulaires, axillaires et pectoral latéral innervent la partie antérieure de l'articulation. Les nerfs suprascapulaires et la branche accessoire du nerf axillaire innervent la partie postérieure de l'articulation. La sensibilité de l'épaule dépend donc principalement des racines C5, C6 du plexus brachial, auxquelles il faut ajouter les branches C3 et C4 du plexus cervical superficiel. Le choix de la technique anesthésique ou le choix de la technique d'analgésie locorégionale devra se faire en tenant compte des impératifs anatomiques. En anesthésie locorégionale exclusive, il conviendra de sensibiliser le chirurgien à limiter sa voie d'abord au territoire couvert par l'anesthésie. La chirurgie arthroscopique de l'épaule, elle s'est considérablement développée ces dernières années vers des techniques mini-invasives. Une connaissance approfondie et une maîtrise précise de l'anatomie de l'épaule sont indispensables pour effectuer une arthroscopie de l'épaule sous ALR pure. Le traitement de la douleur post-opératoire, même pour des interventions complexes et réputées douloureuses, a été grandement amélioré grâce aux avancées dans le domaine de l'ALR. Cette gestion de la douleur, elle doit être envisagée avec une vraie réflexion anatomique.